politique budgétaire des dépenses de l'État guinéen? La politique budgétaire doit s'appuyer sur la notion de stratégie. Et la notion de stratégie, c'est le moyen terme et c'est le long terme. Aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, l'une des priorités de notre pays, ce serait l'éducation. Deuxième, la santé. Troisième, la justice, etc., etc. Un système de priorités qu'il faudrait mettre en place. On dit politique budgétaire de la fonction publique. Politique budgétaire, voilà, c'est ça la question. Si on veut répondre effectivement à la question, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de fonctionnaires est relativement faible dans le secteur de l'éducation. Donc, on devrait s'attendre, en tout cas, si on veut augmenter le taux de scolarisation. Elle n'est pas faible. Les dépenses de personnel dans l'éducation sont de 78%. Elles ne sont pas faibles. On va arriver Elles sont pas faibles. À la répartition de la masse salariale. On va le laisser continuer. Allez-y, M. Barry. Aujourd'hui, selon les prescriptions de la loi des finances 2023, le total des dépenses de personnel destinées aux 3 ministères de l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la formation technique et professionnelle, représente 27 à 28% des dépenses totales de l'État. On va arriver au niveau de la masse, de la répartition. On va arriver là. Allez-y, M. Barry. Maintenant, il est fâché avec les chiffres, celui-là. Notre pays a besoin d'améliorer certains critères d'indice de développement, notamment le taux de scolarisation. Il est fâché avec les chiffres. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation en Guinée demeure l'un des taux les plus faibles dans la sous-région. Ce serait bien qu'on augmente le nombre de fonctionnaires dans le domaine de l'éducation. Pourquoi? Parce que si on veut améliorer le taux de scolarisation brut, aller jusque dans les fonds fins de notre pays pour que nos enfants, nos amis, nos parents s'inscrivent à l'école, eh bien, il nous faudra des enseignants contractuels ou des enseignants fonctionnalisés. Donc nous pensons que la tendance pour les 5 ou 10 prochaines années, ce serait d'améliorer le nombre de fonctionnaires dans le domaine de l'éducation. Mais au-delà du domaine de l'éducation, notre pays a besoin de santé. Nous avons besoin d'augmenter le nombre de médecins, le nombre, bien sûr, d'infirmiers, le nombre d'aides-soignants et le nombre de cadres supérieurs dans les domaines de la médecine. Donc, c'est des tendances qui devraient arriver. Nous devrions également regarder le domaine de la sécurité routière, pour essayer de réduire le taux d'accidents et le taux d'accidents sur nos routes. Donc, si on regarde la stratégie à long terme, on a des secteurs qui sont clairement prioritaires. L'éducation, la santé, la sécurité, etc., etc. Maintenant, il existe, après si on rentre dans le détail, il existe des ministères qui sont surstaffés, où il y a plus de personnes qu'on aurait pu en avoir. Quand vous prenez le ministère de la Pêche, d'où l'impression de cet effet pléthorique dans les bâtiments administratifs. Donc nous pensons qu'il y a des efforts à faire. Exemple tel que vous étiez en train de parler, où il y a la perception de pléthore. La perception, malheureusement, on n'a pas encore les résultats du dernier recensement qui est en cours de finalisation. J'imagine que le FUGAS nous donnera le nombre exact de fonctionnaires par département. On verra bien le ministère de la Pêche, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Mines, le ministère de l'Habitat. Quels sont les efforts qu'on peut faire, soit pour réduire ou redéployer des fonctionnaires qui sont dans ces secteurs-là vers les secteurs prioritaires. Mais cependant, je souhaiterais mettre un bémol à ceci. Je pense que la fonction publique guinéenne est dans un seul fichier, ce qui permet tout en même temps. Ça veut dire que vous entrez, vous êtes enseignant, vous finissez à la Défense, vous finissez dans la Santé, vous finissez au ministère des Finances. Je pense que ce serait bien de créer une fonction publique de l'administration de l'éducation nationale. Ça veut dire que si vous y entrez, vous êtes dans ce fichier, vous n'avez pas la possibilité de faire des passerelles pour faire tout ce que vous voudrez avec la complicité et l'aide des différents agents de l'administration. On pourrait compartimenter la fonction publique en une fonction publique de l'éducation nationale avec un fichier autonome, indépendant, pour éviter ou limiter les passerelles entre... Parce que les gens, ils veulent être fonctionnaires. Comme c'est l'éducation nationale qui recrute, ils rentrent dans l'éducation et après ils se retrouvent au ministère de l'Environnement et en attendant, ça nous fait un enseignant de moins à l'intérieur du pays. Oui, mais est-ce que ça se passe comme ça ailleurs? Est-ce qu'il y a des pays où c'est comme ça? Il existe des pays... Oui, mais c'est question de timing. Il existe des pays où la fonction publique sont bien compartimentées. Vous avez une fonction publique de la santé, vous êtes fatigué aujourd'hui. Vous entrez dans le système sanitaire, vous restez dans le système sanitaire. Si vous voulez y sortir, vous devrez renoncer à cet ancien système pour aller vers le prochain. Donc moi je pense que ce serait bien qu'on commence à réfléchir à la compartimentalisation de la fonction publique pour éviter ces passerelles continues
qui crée des surplus à gauche et des déserts à droite. Ok. Allez-y, réaction par rapport à cette compartimentation de la fonction publique. Les collectifs qui sont proposés sont, encore une fois, une vision appauvrie de l'histoire. Ce qu'il appelle la compartimentalisation, c'est des déplacements dans le fichier dont le seul effet pervers est que ces gens-là, finalement, récoltent 2 salaires. 2 salaires à la fin, c'est ce qui est le problème au niveau de la gestion globale de fichiers. Oui, mais parfois, il y a aussi le désert, le manque, le vide qu'il crée quand il change, notamment au niveau de l'éducation. Non. Cela ne crée pas mécaniquement le désert. Ok. Il faudrait arrêter cela. La question, c'est la concentration des effectifs dans les administrations centrales. C'est la question fondamentale. L'autre question périphérique, c'est ce déplacement, c'est ce yo-yo continu auquel se livrent les fonctionnaires. Il a parfaitement raison de dire que certains rentrent dans la fonction publique par l'éducation et terminent dans l'environnement ou bien au niveau de la défense. Oui, mais quand il ne crée pas de vide. Je veux dire que c'est un phénomène, qui est assez minoritaire sur l'ensemble de processus qui est en cours. Ce qui est observable, c'est la concentration. C'est la concentration. Qu'est-ce qui explique cette concentration? Je l'appelle par un nom, ce sont les arbitrages pro-urbains. De toutes nos politiques publiques, on ressent l'ensemble des dépenses. L'ensemble des dépenses importantes sont concentrées sur les villes, non sur les campagnes. C'est une tendance générale. La fonction publique obéit aussi à cette tendance parce qu'il y a une forme d'attraction naturelle qui est créée, une sorte de polarisation qui est créée des dépenses publiques sur les zones urbaines. Ça, c'est une tendance globale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre ça? Il faudrait lutter contre la sédentarisation. Premier élément, il faudrait créer des incitations. Des incitations pour permettre à ce que les fonctionnaires puissent être déplacés à l'intérieur du pays sans pour autant que ça crée ce qu'on appelle ici un problème pour eux. Voilà les 2 solutions que je mets sur la table. Il ne s'agit pas de commenter les sujets, il s'agit d'apporter des réponses. D'accord? Mais ce qui me chagrine dans le cadre de ce débat, c'est que on n'a pas je n'arrive pas à voir le bout du tunnel dans cette réflexion sur la réforme administrative, si c'est pour mettre en avant les sujets comme la compartimentation, les fichiers diversifiés de la fonction publique, éducation, défense, la démultiplication. Donc la tendance qui serait ce qu'on appelle ici la simplification n'a pas encore été intégrée par notre cher ami parce que c'est la tendance globale des réformes administratives aujourd'hui. On tend vers une certaine forme de simplification administrative. Maintenant, il nous parle de démultiplication des fichiers. Moi, d'accord, je ne comprends rien. Deuxième élément, c'est qu'il ne comprend pas qu'aujourd'hui, que ces fichiers-là peuvent être ce qu'on appelle écrasés, que ça peut être ce qu'on appelle ici des fichiers totalement digitalisés, et que c'est des gains d'efficacité qu'on retrouve. Et les réformes qui ont été entreprises dans un pays depuis 2010 vont dans cette tendance. Par exemple, quand on a créé le PREMA, c'était un projet d'envergure qui a prévu ce qu'on appelle ici la création d'une gouvernance électronique de l'État, qui est devenue plus tard l'ANGUE, et aujourd'hui l'AND qui est aujourd'hui l'Agence nationale ici de digitalisation de l'État. C'est une tendance qui est affirmée, qui consiste à dire que nous allons assurer le virage numérique de notre administration. Tout ça dans une logique de simplification. Mais ce qu'il nous dit va dans une logique de démultiplication des fichiers, de multiplication de lieux de décision, donc de multiplication des problèmes multipliés par 10. Écoutez, si on l'écoute, attendez, le plus grave, Oui, non, vous allez réagir. Notez, allez-y, monsieur Touré. Si on l'écoute, cela équivaut à dire qu'il faudrait continuer à recruter davantage. Recruter où? Il faut recruter dans l'éducation nationale, il faut recruter dans la santé, il faut recruter dans la sécurité. Alors que le seuil historique en termes d'effectifs dans ces secteurs est déjà pléthorique. La part des dépenses publiques consacrées au système éducatif est de 13-12%. D'accord? Les 13-12%, 78% sont capturés par les dépenses de personnel. Le reste, c'est-à-dire les 22%, vont à l'investissement. Vous voyez en fait la répartition sectorielle des dépenses publiques et les conséquences en termes quelque part disons de masse salariale. Si nous suivons monsieur Barry, ce qu'il nous propose, c'est la massification. Ce que vous dénoncez en début. C'est encore un exercice qui oscille entre économie budgétaire de l'autre côté, exercice comptable, et vide stratégique qui consiste généralement à recruter et à recruter davantage.
c'est le saupoudrage en gros qu'il nous propose. Il n'a pas de réforme, administrative à proposer. D'accord. Alors, vous allez réagir en même temps, vous allez nous dire quelle est la répartition aujourd'hui de la masse salariale. Vous réagissez sur ces propos et vous répondez à cette question. Je disais que la masse salariale en termes comptables et financiers représente 20% du total des dépenses de 36 000 milliards conformément à la loi de finances 2023. Et dans ces 20%, 7,3 000 milliards dépensés au titre des dépenses de personnel, 40% vont à nos forces de défense et de sécurité, 27 à 28% vont au total des 3 ministères dédiés à l'enseignement. Et si vous 27%. Prenez 27% du total de nos dépenses, 13%. Moi je parle des chiffres découlant de l'analyse issue de la loi de finances 2023, qui est un document public qui est à la disposition de tous les économistes de notre pays. Donc, maintenant, si nous rentrons dans la géographie de l'administration de l'éducation nationale, 80% des dépenses de salaire et de personnel sont allouées vers le secteur de l'enseignement pré-universitaire. Donc, on voit bien que le pré-universitaire représente l'un des stocks de fonctionnaires les plus importants. Mais malheureusement, notre pays a un taux de scolarisation brute qui fait moins de 30 ou 40%. C'est l'un des taux les plus faibles de la sous-région. Donc si on veut augmenter, je souhaiterais qu'on me laisse... On va laisser continuer. Je souhaiterais qu'on me laisse continuer. Allez-y. Vous savez, l'économie est basée sur des chiffres. Vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous n'avez pas mesuré. Maintenant, sinon, après, c'est de la sociologie, c'est de la philosophie, on perd du temps. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Le taux de scolarisation de notre pays, le taux brut de scolarisation, ça veut dire que le nombre d'enfants guinéens qui vont après 7 ans à l'école est encore très très faible. Pourquoi? Parce qu'on a une faiblesse des infrastructures scolaires et malheureusement, on a une faiblesse du nombre des enseignants. Donc, si nous voulons améliorer le taux de scolarisation brut, il serait bien qu'on améliore le nombre de fonctionnaires, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays. Donc la notion de sédentarisation et de recrutement local. Parce que si vous ne compartimentez pas le fichier de la fonction publique, eh bien, je rentre par Matoto et je sors par Atoma. Ça veut dire que je suis recruté en tant qu'enseignant. Après, avec mes relations, je finis au ministère du Budget, je finis au ministère ou à la Direction générale des impôts, qui constituent les domaines administratifs qui attirent le plus de nos concitoyens. Tandis que si j'ai bien dit compartimenter, je n'ai pas dit augmenter le nombre de fichiers, monsieur Touré, j'ai dit compartimenter. Et ça vous dit à quoi? Et ce serait bien que dans le fichier global de la fonction publique, qu'on ait des compartiments et qu'on ait une muraille de Chine entre le fichier compartimenté de la fonction publique avec les autres fichiers, pour éviter cette passerelle, ce passage continu et permanent de fonctionnaires qui rentrent par l'éducation nationale et qui finissent par d'autres ministères. Parce que quand ils rentrent dans l'administration scolaire, ils prennent un poste, mais quand ils le quittent, le poste il est vacant. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça vient dégrader les critères de gouvernance du système de l'éducation. Donc, la notion de compartimentalisation du fichier ne signifie pas la création de fichiers supplémentaires. Nous souhaiterons que des compartiments clairs soient mis. Par exemple, si vous êtes recruté comme douanier, que vous restez dans le fichier de la douane. Si vous êtes recruté comme enseignant, on est dans l'économie. Ce serait bien pour que les gens comprennent. Non, mais parce que maintenant, le temps de parole. C'est mon temps de parole. Il faut rationaliser. C'est mon temps de parole. Parce que vous répétez. Donc, pour nous, la compartimentalisation va éviter et permettre de concentrer le nombre de fonctionnaires par département, par endroit. Et pour revenir à la question, quels sont les défis de l'administration de demain, parce que j'ai l'impression qu'il est empressé d'en découdre. Quels sont les défis de l'administration de demain? Pour nous, vous avez répondu, vous n'avez pas tout. Aujourd'hui, pour moi, l'un des défis les plus importants, c'est la digitalisation, mais malheureusement, il n'est pas rentré dans les détails de ce concept. Le deuxième élément, ce serait bien qu'on commence à réfléchir à l'attractivité de l'administration publique. Aujourd'hui, en quoi faisant? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, les Guinéens veulent travailler pour l'administration publique? Est-ce que tous nos cadres les plus compétents qui sont en Guinée et qui sont à l'intérieur, à l'international, veulent accéder à l'administration publique? Qu'est-ce qu'on fait pour créer un climat attractif pour attirer les meilleures compétences vers l'administration publique? Non seulement les attirer, mais également les conserver. Parce que dans l'administration publique, nous avons des cadres compétents, formés,
qui ont l'expérience, qui ont la mémoire administrative, mais qui des fois, pour des raisons personnelles de règlement de compte, sont mis complètement au dehors ou à l'écart, malheureusement contre toute l'expérience qu'ils pourraient apporter à notre pays. Donc l'attractivité, c'est un critère important qu'on devrait améliorer. Deuxièmement, il faudrait qu'on réfléchisse au bien-être de nos fonctionnaires. Parce que ce sont les fonctionnaires qui appliquent les politiques publiques. Et c'est les politiques publiques qui proviennent de la puissance publique. Donc si ceux qui appliquent les éléments, l'intervention de l'État dans le domaine public ne sont pas bien traités, ne sont pas bien soignés, ne sont pas bien logés, eh bien, un enseignant mal formé devant des élèves, c'est très très compliqué. Un médecin mal rémunéré, c'est très très compliqué. Ça fait plus de 10 Donc moi je pense que l'un des défis les plus importants, c'est le bien-être de nos concitoyens qui travaillent dans l'administration.